Donc en fait, il y a tout un tas de choses que les gens savent pas et voient pas. Parce que ça se voit pas forcément. Et que ça se dit pas, en fait. Ça se dit pas. Ça ne se dit pas. Les meilleures astuces pour avoir plus de vues sur YouTube. Les astuces à adopter avant le montage de vos vidéos YouTube. Les meilleures astuces lors de la mise en ligne de vos vidéos YouTube. Les meilleures astuces pour la bonne promotion de YouTube. Minuit 3, abonne-toi. Ah, ça se dit pas. Souvenir, souvenir, papa, je te garde dans mon cœur. Florey is recording a voice message. Na, 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 na. Sending audio. Ça se dit pas. La tornade arrive vers toi. Je crois que j'en ai marre en fait qu'on cherche à me guérir, à me soigner. Enfin, je veux juste qu'on me foute la paix. Je crois que j'ai envie de me foutre la paix aussi en fait. Moi, c'est marrant, tu vois, je suis en train de traverser la Colombière là pour aller à Occitanie choper mon bus. Et il est 18h24 et tu sais, c'est typiquement l'heure quand t'es hospitalisé où tu te fais chier, quoi, t'attends le repas, y a rien à faire, t'es un peu désœuvré. Alors, quand c'est l'été, automne, tu te balades un peu dans le parc. Et du coup, là, ça me rappelle ça. Je me revois, je revois le moi des années en arrière. Putain, mais quand je pense le nombre de mois que j'ai été hospitalisée là-dedans, putain, mais c'est fou, quoi. Et là je me dis quand même, ouais, il y a du chemin parcouru, tu vois. Avec Florie et Marie, complique-toi la vie. 100% algodón. Psychothérapie. Psychothérapie. Du coup, moi, la première psy que j'ai vue, j'avais 20 ans. Du coup, je suis allée voir une psy pour... en fait, je savais pas du tout vers qui me diriger. J'ai fait de grosses crises de panique. J'étais dans un état lamentable. Et du coup, mon médecin traitant m'avait dirigée vers une psychiatre, psychanalyste. Il n'y avait pas de communication, en fait, avec la première psy que j'ai vue. C'était vraiment en mode psychanalyse. Tu t'allonges sur un sofa et puis tu fais ton truc. Enfin, tu vois, mais mon Dieu, quelle horreur, quoi. Ouais, moi, c'est pareil, c'est un truc qui me va pas du tout. Bah non, mais en fait, si elle avait vraiment essayé de... C'était une psychiatre, en plus. Mais surtout que normalement, même les psychanalystes, en fait, ils s'adaptent aux patients, quand même. En fonction de quel patient ils ont... Ah non, mais alors là, elle faisait rien du tout. Et c'était une psychiatre, elle aurait pu voir des éléments de diagnostic, tu vois, des symptômes, enfin, je veux dire, ça sautait aux yeux, en fait. Bref, je n'ai pas compris. Mais du coup, il n'y avait aucune communication, alors que moi, j'avais besoin, en fait, d'échanges, Elle était dans un truc super violent, en fait. Genre autonomie, tu vois, enfin, à ce moment-là, c'était ma mère qui payait mes séances. Et elle me disait, en gros... que je pourrais arrêter mes séances quand ce serait moi qui les paierais, mes séances. Tu vois, j'avais 20 ans, quoi. J'avais 20 ans, j'étais dans un truc... Alors maintenant, en plus, je sais que niveau autonomie, il y a des choses qui s'expliquent. C'était vilain, quoi. C'était trop vilain de sa part. Puis j'avais toujours du retard et tout. Je me rappelle comme j'angoissais dans sa salle d'attente et tout. C'est cette personne, c'est suite à ce travail avec cette personne qu'après t'as arrêté pendant 14 ans, c'est ça? Ouais. Oui, parce qu'en fait, je sentais que je lui faisais plaisir aussi. En fait, tu vois, que je faisais les choses pour lui faire plaisir. Que tu restais en thérapie Bah, après, j'ai quand même réussi à déposer des choses. J'ai de l'amnésie traumatique qui est tombée aussi, mais elle n'a pas du tout géré. Elle n'a pas du tout pris conscience de mes troubles, en fait. En fait, à la fin de mes 20 ans, j'ai médité pour la première fois. Et la première fois que je l'ai fait, j'ai dissocié de ouf, en fait. Et je me rends compte maintenant, sur le moment, je m'en étais pas rendu compte et j'avais eu l'impression de vivre une expérience mystique complètement ouf. Sauf qu'en fait, j'étais juste en totale dissociation et j'étais pas du tout là, quoi. Et une semaine après, je partais au Portugal en lien avec mes études, en lien avec la fac. J'y allais en repérage pour trouver un stage
en entreprise que je devais faire lors de ma dernière année de fac. Et en fait, le Portugal, ça a été super dur. Je suis restée une semaine seule à Lisbonne. J'étais à la fois émerveillée de découvrir Lisbonne, toutes les odeurs, les saveurs, enfin, le paysage, la lumière, enfin Lisbonne. Et en même temps, eh ben, ça a été horrible parce que j'avais pas de repères. J'avais pas mes routines, ça a été super compliqué. En fait, tous les jours, j'allais manger au même endroit pour essayer d'instaurer quelque chose voilà, une routine en fait qui puisse me rassurer. Je savais exactement où je voulais déposer des CV pour mon stage. Je voulais faire ça au conservatoire de danse à Lisbonne. Et je suis passée tous les jours, je suis passée devant. Putain, j'ai envie de pleurer quand je repense à ça. Tous les jours, je suis passée devant et je n'ai pas déposé ce CV. C'était impossible pour moi et maintenant je sais pourquoi. Et j'ai eu de nombreux shutdowns en une semaine. Et en fait, la première crise de panique dont je parlais tout à l'heure, les crises de panique que j'ai commencé à faire à 20 ans, la première est arrivée lors de mon retour, en fait, dans le bus, lors de mon retour du Portugal. Et ça ne s'est pas arrêté. Et en fait, je me suis dit, mais à quel moment ces crises de panique, elles se sont arrêtées? Et en fait, la psychiatre que je suis allée voir ne m'a pas du tout aidée. Mais pas du tout, en fait. Ça a servi à rien. Elle n'a pas du tout mis le doigt sur qui j'étais, sur mon fonctionnement, sur ce qui s'était passé. Elle me posait aucune question. Putain, mais quand j'y repense, mais en fait, je suis super énervée. Je suis super énervée. Et en fait, à quel moment ont disparu ces crises de panique? Ça a disparu quand j'ai décidé d'arrêter la fac, en fait. Parce que ça m'allait pas, parce que ça m'allait pas et c'était pas possible et que je serais incapable en fait de faire ces stages et enfin ça a été une expérience tellement compliquée. Et tu vois, si j'avais su que j'étais autiste, je pense que j'aurais vécu la chose différemment. Alors je me suis retrouvée dans le bureau d'un psychiatre donc suite à ce que mes professeurs en fait alertent mes parents sur mon comportement en cours. Et je me suis retrouvée face à un psy extrêmement... Je pense qu'il s'en rendait pas compte, je pense qu'il était pas... C'était pas une mauvaise personne en soi, mais il était assez méprisant dans le sens il avait en face de lui une ado, donc il me prenait pas au sérieux en fait. Et quand j'exprimais ce qui était compliqué pour moi, mais d'ailleurs je pense que je le faisais pas très bien parce que j'étais pas en confiance en fait, et donc quand on n'est pas en confiance on ne dit pas vraiment, surtout quand t'es ado, enfin moi je parlais pas du tout, je parlais pas à ma famille, je parlais pas et je pense que quand je me retrouvais dans le bureau des psys, je parlais pas vraiment, je disais pas vraiment les choses importantes, je racontais je tournais autour en fait, tu vois, je racontais plein d'autres choses, et sauf qu'en fait un psy intelligent ou qui fait bien son métier, il est capable de lire là-dedans, en fait. Et il est capable aussi de réorienter. Oui, peut-être de t'amener à parler aussi des choses. C'est ça, voilà. La chose que n'a pas fait la psychanalyste, la première psychanalyste que j'ai voilà. Et moi, ce psychiatre-là, c'est pareil. Il a juste dit à mes parents qu'en gros, voilà, j'étais dans une sorte de crise d'adolescence, machin, lambda. Et il n'a pas du tout vu, en fait. Il n'a pas du tout compris. Bon, bref, en fait, je ne suis pas restée très longtemps chez lui parce que ça ne le faisait pas. Du coup après je suis allée voir un autre psychiatre qui m'a quand même suivi pendant longtemps, pendant presque 10 ans, qui était persuadé que j'étais bipolaire, c'était sa spécialité. Oui, il voyait à travers ce filtre. Voilà. Du coup lui il était persuadé que j'étais bipolaire et il était à l'écoute, il était plutôt sympa. Il m'aimait bien, je crois. Il était dans ce... Ouais, puis alors, il y a plein de psys, quand t'es artiste, ils aiment bien les artistes, quoi. Les psys aiment bien les artistes, quand même, et c'est un truc que j'ai retrouvé plein de fois. Et donc, voilà, il y avait ce rapport, voilà. Et alors, il était bien, ce psychiatre, mais... je
je dirais pas qu'il n'a pas servi à grand chose, ce serait quand même un peu exagéré. Je pense que, bon, en tout cas, il m'a quand même soutenue dans des périodes où vraiment j'allais très très mal. Bon, on a essayé plein de traitements qui n'ont pas fonctionné, que je prenais plus ou moins bien aussi, j'avoue. Mais bon, voilà, toujours cette idée que de toute façon, quels que soient mes problèmes ou mes troubles, rien ne fonctionnait vraiment, quoi. Rien ne fonctionnait vraiment. Et ensuite, après, j'ai eu ma première hospitalisation aussi à cette période-là. Je me suis retrouvée suivie par une autre psychiatre. Alors, j'ai commencé aussi en parallèle à avoir des psychologues à l'hôpital quand j'étais hospitalisée. Mais pareil, en fait, souvent, les psychologues étaient un peu désarçonnés par le fait que... en fait, je les embobinais, quoi. Je les embobinais, c'est-à-dire que je leur racontais très bien tout un tas de choses et j'évitais de parler des choses vraiment problématiques. Et eux, ma foi, ils passaient un bon moment, tu vois. Donc, du coup, ils m'aimaient bien, mais ça servait pas à grand-chose, enfin, tu vois. Et il n'y en avait pas un qui me recadrait en mode « bon, arrêtez vos conneries tu vois. Il a fallu attendre, une psychologue que j'ai vue des années plus tard, qui m'a suivie pendant 11 ans, mon ancienne psychologue. D'accord. Qui m'a un peu plus... on s'est challengé, en fait. L'un et l'autre, quoi. Et ça, c'était... Alors, il a quand même fallu du temps, hein, parce que moi, au début, j'étais quand même dans un refus de soins. J'en avais marre. J'avais vu 50 000 psychiatres, psychologues, donc j'y croyais plus, en fait. J'y croyais plus parce que rien ne... Enfin, j'avais pas l'impression que mes difficultés s'arrangeaient, je comprenais pas, j'arrivais toujours pas à... Et j'avais beau essayer d'investir la psychothérapie en me disant c'est vraiment l'endroit qui va me permettre de comprendre ce qui se passe, etc. Ben non, en fait, je comprenais pas plus et j'avais beau... Alors si, bien sûr, en creusant, il y a des choses que je comprenais mieux sur mes réactions, mon comportement, sur mon histoire familiale, etc. Bien sûr que... Oui, tu prenais de l'âge aussi, voilà. Avec le temps, il y a des choses, thérapie ou pas, psychothérapie ou pas, qu'on bien commence à sûr comprendre sur nos vécus, quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, le travail qu'on faisait en psychothérapie, quand même, il m'apprenait des choses. Mais en tout cas, il n'y avait pas de conséquences sur les choses qui me posaient problème dans la vie, quoi. Vraiment. C'est ça. Et mais en tout cas, voilà, c'est quand même le premier soignant, la première psychologue qui m'a vraiment apporté quelque chose et qui a quand même changé, voilà, qui a quand même changé mon rapport aussi à la psychothérapie, qui fait qu'à un moment donné, je suis arrivée dans son bureau, j'avais écrit une longue lettre et je lui avais dit, ok, j'arrête les conneries, on va je vais vraiment essayer de parler de choses dont j'ai pas envie de parler, en fait, parce que c'est violent, parce que c'est désagréable, parce que c'est inconfortable, mais en fait c'est ces choses-là qu'il faut que j'aborde, quoi. Et à partir de là, la psychothérapie, elle a pris une autre tournure, et en fait, ce qui est, alors je sais pas, c'est peut-être un peu la vie aussi, c'est-à-dire que ce suivi il s'est arrêté finalement peut-être que 6 mois ou pas tout à fait 1 an avant la conscientisation de l'autisme, en fait. Et alors voilà, du coup, j'arrête pas de me dire mais si elle avait eu cette donnée-là, qu'est-ce qui se serait passé, comment elle aurait interprété les choses, etc. J'en avais parlé de l'autisme à cette psy, je lui avais même prêté La différence invisible en lui exprimant mes doutes, mais c'était jamais allé plus loin. Elle m'avait jamais invalidée, elle m'avait jamais dit ok, c'est une piste, mais voilà, du coup c'est jamais allé plus loin. Et donc pour finir, voilà, donc là j'ai une nouvelle psychologue depuis septembre-octobre, donc ça fait plus d'1 an, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Et alors c'est bien parce que donc, du coup dans ce nouveau lien thérapeutique là, ce nouveau, je mesure quand même que voilà, j'ai plus du tout le même rapport à la thérapie et au thérapeute. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment ce besoin de me faire aimer, apprécier, admirer aussi en fait de mes thérapeutes, de leur montrer à quel point j'étais intelligente, etc. Et je suis contente d'être vraiment sortie de ça. Et de plus rechercher cette attention, cette affection, et d'être vraiment dans un truc où voilà, il y a quelqu'un qui m'aide
à la fois à digérer tout ce que je peux vivre en fait au quotidien, notamment les choses difficiles, mais aussi à trouver peut-être des outils quand il y a des choses avec lesquelles je galère. Bon, c'est encore en train, en fait, 1 an pour un lien thérapeutique, c'est très très peu en fait. Donc c'est encore en train de se mettre en place. Par rapport à l'autisme, elle invalide pas. Après, elle est dans un rapport effectivement où elle va pas aller à l'encontre de ce qu'ont pu dire certains de ses collègues. Donc voilà, elle ne se prononcera pas sur le diagnostic en lui-même. En tout cas, ce qui est important pour elle, c'est de savoir que pour moi, c'est important et que pour moi, ça a des conséquences dans ma vie. Et ça, elle l'entend bien, quoi. Oui, après, au-delà de ça, savoir si on peut juste travailler sur nos difficultés au quotidien avec quelqu'un qui n'est pas forcément spécialisé dans l'autisme, tu vois. Est-ce que c'est réellement faisable? Je pense autant toi que moi, on en est aussi un peu là aujourd'hui à savoir... C'est vrai. Est-ce que ces personnes... Enfin, moi, ma psy, clairement, hier, me disait que, voilà, elle ne peut pas m'accompagner au quotidien sur des problématiques qui sont liées à l'autisme, en fait. Et je l'entends. Après, moi, je pense que ça peut être possible si on a en face un thérapeute qui s'adapte. C'est-à-dire... déjà qui écoute à chaque fois qu'on pointe là c'est l'autisme, c'est ça, etc. Parce que eux ne sont pas spécialistes, mais nous par contre on sait. Mais les thérapeutes sont aussi libres quand même d'aller se documenter. Oui. Enfin, tu vois, ils sont. Je me suis dit. Enfin, il y a un moment donné où même si c'est pas leur spécialité, ils sont quand même aussi libres d'aller un peu se documenter comme on l'a fait, quoi. Oui, puis on sera certainement pas les seules personnes à leur demander de l'aide. Oui, ne serait-ce que pour leur permettre de repérer éventuellement d'autres personnes autistes qui n'auraient pas été diagnostiquées. C'est ça. Non mais Florie, cette journée, il y a eu un gros bug dans l'univers, quoi. Je sais pas ce qui s'est passé avec les planètes, mais... Génial! Banana y ajoute. Non, ça va pas. Ça va pas. Attends. Attends. Mais qui fait ça? Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Système capitaliste de merde! Là, c'est la... La vie et ses choix cornéliens. Mais du coup, suite à ces 14 ans, t'as repris un travail de psychothérapie. Comment... Ouais, avec le confinement, avec le premier confinement, j'ai des traumas qui sont remontés, dont cette amnésie traumatique en fait, enfin le trauma qui a amené une amnésie traumatique dans ma vie. Plus d'autres traumas, notamment quand notre cher président disait qu'on était en guerre et qu'il fallait rester enfermé chez soi. Voilà, moi ça m'a rappelé 2-3 trucs. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, j'ai besoin d'aide en fait. J'ai besoin d'aide, là j'y arrive pas, je suis pas bien, mon état il est en train d'empirer et c'est pas possible. Et du coup, je suis tombée sur une psy en EMDR, mais pas que. Parce qu'en fait, elle pratique la thérapie intégrative, donc ça c'est top en fait. Enfin, moi, c'est vraiment ce qui m'a beaucoup aidée, je pense, avec elle, dans notre travail, c'est qu'elle a utilisé plein d'outils pour vraiment s'adapter à moi. Et c'est pour ça que je me dis qu'aujourd'hui, elle a la donnée de l'autisme et qu'elle va continuer de s'adapter en fait. Je lui fais confiance aussi à ce niveau-là, et même si voilà, elle me dit elle m'affirme clairement qu'elle a ses limites et qu'il y a des choses qu'elle ne pourra pas m'apporter et qu'il vaut mieux que j'aille les chercher ailleurs. Et je pense qu'elle a raison aussi, en fait. Je pense qu'elle va quand même continuer de s'adapter. Et ça, c'est quand même une grande qualité, je trouve, chez les psys. Oui. Avant de trouver cette psy, j'ai quand même appelé un psychiatre qu'on m'a conseillé. Et lui, en fait, je l'ai eu au téléphone et il m'a juste dit qu'il fallait que je prenne un traitement. Et que j'étais control freak et que voilà, et en fait
mais je lui ai dit que ça m'allait pas du tout, en fait, que l'idée de prendre un traitement, je me suis posé la question pendant de nombreuses années, et déjà, en fait, j'ai essayé et ça a empiré mon cas, et depuis, en fait, je me suis dit, mais non, c'est pas pour moi, et je suis restée sur cette idée, en fait, et je me suis toujours dit que je trouverais d'autres solutions, quoi. Du coup, je l'ai envoyé chier, en fait, parce qu'il m'a parlé, pareil, de façon assez condescendante, en fait, alors qu'il me connaissait, mais vraiment pas, pour le coup. Je l'ai eu 10 minutes au téléphone, tu vois, enfin, c'était aberrant. Et j'ai continué de chercher dans mon entourage, et on m'a conseillé ma psy actuelle, avec qui ça a tout de suite collé, en fait. On a mis un certain temps pour se connaître, s'appréhender. Il y a des gens avec qui ça passe, en fait. Et pourtant, le psychiatre qu'on m'a recommandé, ça avait marché pour d'autres personnes que je connais. Ça avait très bien marché, mais voilà. Oui, c'est très personnel. Après. Enfin, c'est une vraie rencontre. C'est une vraie rencontre. C'est une vraie rencontre, la rencontre avec son thérapeute. Ouais. Alors après, moi, il y a un truc un peu particulier, c'est que c'est la sœur d'un ami à moi. Oui. Que je connaissais déjà, mais que je connaissais pas vraiment. Ouais, mais tu vois, en fait, quand mes amis m'ont dit, mais voilà, peut-être que tu peux l'appeler, j'étais en mode, mais je la connais, en fait, donc oui, c'est pas conseillé, ça peut poser problème et tout. Et puis, après, tu la connaissais pas. Non, je la connaissais pas vraiment personnellement, et je l'avais déjà croisée plein de fois, évidemment, mais... Et en fait, elle... Alors, je lui ai dit, si elle est OK, moi, je suis OK, en fait. Et elle, ce qu'elle a dit, c'est que, justement, ça pouvait peut-être aider au travail, de connaître un peu la personne, de savoir d'où vient la personne, et qui c'est un peu dans sa vie, quoi. Et effectivement, moi, ça m'a vachement aidé, en fait. D'accord. De savoir que, ouais, elle, je peux certainement lui faire confiance, en fait, parce qu'elle m'est familière, en fait. Et comme quoi, tu vois, encore une fois, une règle, finalement... Oui. Après, je dis pas qu'il n'y a pas certaines... que des fois, on se retrouve pas confronté à certaines limites. C'est déjà arrivé. Mais c'est pas très grave, en fait. Mais tu sais quoi, moi, de Star Wars, je trouve que le personnage le plus touchant, c'est Dark Vador, de toute façon. Donc, Hello, this is Houston. Do you hear me? Mayday, Mayday, Mayday. M'entendez-vous? M'entendez-vous? Mayday, Mayday. Donc moi, j'attends toujours les périodes où je gère plus, où j'arrive plus à gérer, où j'arrive plus à me porter, en fait, pour aller vers quelqu'un qui va m'aider. Du coup, j'ai cherché, en fait, à savoir ce qui se passait. Et donc, je pensais à de la cyclothymie, à de la bipolarité au début. Donc, mon médecin traitant m'a envoyé vers une psychiatre spécialisée là-dedans, où on a fait plusieurs rendez-vous, qui m'a vraiment écoutée, hein, et qui a vraiment bien fait son job, et qui m'a dit qu'elle pensait que voilà, j'étais borderline. J'ai été dirigée vers un service spécialisé sur le trouble borderline, où là, en 1h30 de questions par téléphone, on m'a dit que j'étais borderline. Par téléphone, ça ouais, c'était le confinement, en fait. Ouais, mais enfin, poser un diagnostic par téléphone, quand même. Au bout d'1h30, sans voir la personne, et puis sans forcément me poser des questions sur mon enfance, en plus. Ça nous rappelle un peu les 1h30. Oui, non mais c'est... Voilà, elle a fait avec sa grille, et... C'est ça. Et oui, je répondais à des critères, sauf qu'en fait... il fallait chercher un peu plus loin, quoi. En fait, il fallait peut-être surtout me demander depuis quand j'avais ce comportement, parce qu'en fait, il y a plein de critères auxquels je réponds du trouble borderline qui, en fait, sont présents depuis l'enfance, c'est ça. Et qui correspondent à de l'autisme. Bon. Oui, non, mais encore une fois, je ne vais pas reparler du fait qu'il faut faire différentiel avec l'autisme, machin, nana. Mais tout ça pour dire que du coup, en fait, on m'a donné un premier élément de réponse, que j'étais borderline, et on m'a proposé derrière une thérapie. Donc, on m'a proposé une thérapie déjà brève, une TCC, en fait, de 3e vague, pour un trouble qui nécessite quand même un suivi assez long, il me semble. Enfin, le trouble borderline. Le trouble borderline, c'est un truc quand même qui est très complexe.
Bah, par définition, un trouble de la personnalité, ça ne se soigne pas par une thérapie brève. Enfin, ça n'a aucun sens. Et puis du coup, c'était par visio en plus, avec des groupes qui étaient... il y avait plus de 30 personnes, parfois. Contrairement à la TCD... où il y a un suivi individuel. Il y a un suivi individuel. Là, il n'y avait plus de suivi individuel et on nous disait oui, mais ça a été prouvé qu'en fait, les séances de groupe sont beaucoup plus bénéfiques, sauf qu'en fait... Ouais, j'y crois pas trop. Moi, j'y crois pas du tout et qu'en fait... C'est surtout un problème d'économie, de temps, c'est surtout bien plus pratique pour eux. D'ailleurs, même quand les confinements ont cessé... pendant très longtemps, ils ont maintenu les groupes en visio, hein. Ils n'ont pas forcément repris en présentiel, mais parce que d'un point de vue pratique, ça les arrange trop en fait. Ouais, puis ça leur permet de prendre plus de monde. Oui. Sauf que si tu prends plus de monde et que tu fais les choses moins bien... Soigner plus de gens, moins bien. Je comprends pas l'idée. C'est ça. Il y a une forte demande. Il y a des gens qui sont désespérés, c'est vrai. Ouais, sauf qu'en fait, les gens désespérés, cette thérapie, entre guillemets, moi franchement, je peux pas appeler ça une thérapie. Non. Je n'y arrive pas. Pour les gens désespérés, ça ne marche pas. Pour les gens en détresse, ça ne marche pas. J'ai bien vu dans le groupe en fait des personnes qui étaient vraiment en détresse et ça, ils n'y arrivaient pas. Et pourtant, la TCD a été mise en place du coup par Marsha Linehan, qui elle-même était borderline, pour justement les borderline qui sont en détresse profonde et avec tentative de suicide, voilà. Pour leur apprendre en fait à supporter la détresse en fait. Oui, ce qu'on appelle la tolérance. La tolérance à la détresse, voilà. Sauf que ça nécessite d'un suivi individuel aussi en fait. Et eux en fait là, ils nous proposaient ça et ils partaient du principe que tout le monde de toute façon avait un suivi individuel. Sauf que ce n'était pas le cas. Après, voilà, il y a des choses en fait que moi j'y étais allée en me disant vas-y, je prends ce que j'ai à apprendre. Donc la première étape, c'est de la méditation de pleine conscience. Mais en fait, ça a été 3 semaines où on nous a appris qu'est-ce qu'étaient les émotions, à les reconnaître, à différencier. À les différencier, à comprendre ce que ça voulait dire, le message derrière une émotion aussi. Oui, à différencier ce que tu ressens de ce que tu es aussi. C'est pas oui, prendre du recul sur tes pensées aussi. Bon, ça c'est plutôt bien. Plutôt bien, et encore, si, c'est plutôt bien, en fait, évidemment, d'avoir du recul face à ses pensées. Mais c'est bien de les écouter aussi, de pas forcément toujours les laisser passer, ce qu'on te dit de faire en méditation. Bon, peut-être pour situer un peu, donc c'est une thérapie qu'on a fait tous les deux, mais on l'a pas fait au même moment, donc on n'a pas eu exactement la même chose. Bah, toi, tu as eu le suivi individuel. Moi, j'avais le suivi individuel. Et on parlait, parce que quand ils disent... oui, mais quasiment tout le monde a un suivi individuel à côté, et de toute façon, c'est pas du tout la même chose. Enfin, moi, j'avais un suivi individuel avec des soignants qui faisaient partie de ce système-là, de thérapie. Donc c'était quand même bien parce qu'on pouvait débriefer ce qui se passait pendant les groupes. Ce qui paraît logique, ce qui paraît évident, et ce qui fait partie de la TCD d'origine, hein, vraiment. C'est ça. Donc il y a ça. La méditation, en fait ils utilisent la méditation un peu comme outil de sublimation, ce qui en soi, pourquoi pas, c'est-à-dire d'arriver au fond à dépasser ses émotions pour se recentrer sur ce qui est vraiment important, c'est-à-dire les valeurs personnelles, en fait. C'est ça, en gros, c'est comme ça qu'ils vendent, entre guillemets, cette thérapie. Et le problème, et c'est ce qu'on disait la dernière fois aussi notamment, c'est que déjà, chez certaines personnes, la méditation peut vraiment avoir des effets néfastes. C'est vrai que c'est un truc qu'on ne dit pas, on a tendance à penser que la méditation ne peut pas faire de mal, qu'au pire les gens qui n'y arrivent pas, ils n'y arrivent pas, mais que ça ne peut pas faire de mal. Alors c'est pas vrai, les personnes avec un trouble anxieux, les autistes, toutes les personnes aussi qui peuvent être psychotiques, qui sont sujets à la dissociation, la méditation peut amplifier quand même la dissociation. Moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti, et du coup le problème c'est que dans ces cas-là, la méditation ne permet pas de réinvestir son corps, mais au contraire de dépasser son corps. Enfin, il y a une espèce de truc un peu transcendantal où tu dépasses ton corps, et sauf que du coup tu te déconnectes encore plus de toi-même, et ça peut être même assez dangereux. Oui, et puis ça peut vraiment créer de
de la panique, ça peut... Du vide aussi, du du vide, vide. de la panique, enfin voilà, il y a des contre-indications, et ça, on le dit pas, enfin... Non, c'est des nulle part. Et c'est fou, et tu vois, moi, quand en fait, on m'a proposé cette thérapie, on savait pas que j'avais un trouble anxieux. Nulle part, on m'a demandé si j'avais un trouble anxieux, des TOC, donc non, ça marche pas. Et puis, on te demande pas non plus si t'as déjà peut-être un rapport à la méditation, si t'as une histoire derrière. Moi, j'ai un vécu de merde derrière, où je me suis fait manipuler pendant 4 ans, où ça a été mon outil de fuite, et en fait, je voyais très bien qu'il y avait des personnes... Je les reconnaissais, les gens qui étaient perchés là-dedans, en fait. Je les reconnaissais vraiment. Mais c'est ça, la méditation, ça peut aussi être une fuite. Et ça fait peur, quoi. C'est ça. Au même titre un peu qu'une drogue, hein, ou quoi que ce soit. T'as des personnes qui pratiquent la méditation vraiment de manière très très fréquente, parce qu'effectivement, ça peut les soulager de ce qu'elles ressentent sur le moment. Sauf que en fait, quand ça devient une fuite, bah, ça permet pas de réinvestir sa vie et son corps. Bah, c'est ça. Mais du coup, il y a des personnes qui ont tiré avantage de ce qui a été proposé. Il y en a d'autres, comme moi par exemple, où j'en ai tiré avantage parce que j'en ai fait ma conclusion aussi et que finalement ça m'a fait avancer, mais pas dans le sens espéré par ces thérapeutes. Mais voilà, on n'a pas tous le même rapport à ça. Et à traiter comme ça plein de gens en même temps, dans des gros groupes, en visio... en fait, il y a un vrai problème aussi, il y a un travail qui n'est pas fait quand même de repérer peut-être certains profils, de faire attention. Non mais c'est ça, mais en fait, s'il y avait ce suivi individuel, j'aurais pu exprimer le fait que moi, en fait, la méditation, ça ne me va pas parce que j'ai un trouble anxieux, parce qu'en fait, machin, et qu'il y a d'autres... En fait, ce qui me fait chier, c'est qu'ils te vendent un peu ça comme la vérité ultime, la solution... Une recette, voilà, la recette miracle. Face au trouble borderline, enfin, quoique maintenant c'est une thérapie qui est ouverte à tout le monde. Ah, mais c'est ça, en plus, c'était même plus ouvert que en plus, aux personnes borderline. Il mélange des profils extrêmement différents. Moi, au début, j'étais convaincue, hein, j'étais à fond, puis j'avais envie que ça marche. Et j'ai trouvé quand même un certain soutien auprès des thérapeutes. Moi sur non, place. Clairement pas. Mais parce que voilà, on l'a pas vécu. Moi j'étais en visio derrière moi j'avais un ordinateur. suivi individuel. Voilà, c'était une époque aussi où s'il se passait un truc dans ma semaine, je pouvais appeler le centre et je parlais à une infirmière et il y avait ça, tout ça, ça n'existe plus en fait. Ça ne se fait plus. C'est très compliqué. On peut encore joindre quelques personnels. Mais ça, ce suivi-là, encore une fois, ça fait partie de la TCD d'origine. C'est-à-dire que la TCD, c'est toute une équipe. L'idée c'est de pas forcément faire face toujours aux mêmes soignants, justement pour pas créer non plus de dépendance affective, etc. Mais par contre d'avoir toujours quelqu'un qui soit disponible en cas de problème. Là ça me paraissait plus compliqué, puis, vu qu'il y a plus ce rapport, cet échange au niveau individuel, c'est compliqué. Et du coup, moi je comprenais pas pourquoi on avait retiré la TCD, qui était une thérapie qui fonctionnait quand même, qui aidait vraiment quand même. Pourquoi on l'a retirée et qu'on a mis à la place cette thérapie qui était en plus en essai. C'était encore en période d'essai. C'est toujours un peu le cas finalement avec la psychothérapie, parce que c'est toujours... la psychiatrie de manière générale. Et la psychiatrie, parce que c'est toujours en évolution et que la recherche continue, quoi, et que voilà. Mais on m'a dit quand même que là, c'est encore plus efficace que la TCD, quoi. Sauf qu'en fait, ils n'en savaient rien parce que c'était encore à l'essai. Et j'ai trouvé ça... Non, mais moi, je comprends pas pourquoi on a cherché à modifier une thérapie qui marchait déjà, Si, en fait. moi, je sais pourquoi. Parce que niveau... J'en avais discuté avec certaines infirmières là-bas à l'époque. La TCD, et c'est la raison pour laquelle elle n'est pas mise en œuvre, ou très peu, c'est parce qu'elle demande une équipe avec plein de soignants différents, ça, en fait. plein de gens à payer, plein de gens à former. Ça demande des locaux pour accueillir les groupes, pour accueillir les entretiens. Donc, en fait, voilà, encore une fois, c'est une histoire de moyens, de temps. Tout ce que l'hôpital n'a pas, encore une fois. Oui, et du coup, c'est aussi du coup que tu peux le proposer à moins de personnes. Oui, voilà. c'est une Donc, thérapie. Non, mais eux, ils sont dans un truc où, du coup, ils veulent faire à plus de personnes. Et je pense que c'est une bonne intention à la base. Sauf qu'en fait, ça marche pas. Ouais. Ça marche pas. Il faut du temps. Il faut du temps pour créer du lien. Il faut du temps pour que les gens avancent à leur rythme. Il faut du temps, en fait. Mais oui, c'est quoi cette idée que en fait tu donnes une recette à plein de gens comme ça et ça va marcher comme par magie? Enfin, je veux bien reconnaître que la méditation peut
tout à fait avoir des vertus, qu'elle peut avoir des effets positifs, etc., sur la concentration, sur tout un tas de choses, même sur le fait effectivement d'acquérir du recul sur tes sensations, etc. Oui, du coup la prise de décision, tout voilà. ça, machin. Mais sauf qu'elle va pas suffire à répondre à toutes les problématiques qui sont liées à un trouble aussi complexe que le trouble de la personnalité borderline, en fait. Ou même d'autres troubles. Voilà. Et le problème aussi, c'est que moi je sais que là-dedans, en fait, du coup, c'était basé sur la bonne identification de soi. Oui. Et ce qu'ils appelaient en fait bonne identification de soi, c'était l'identification à la conscience. À ta conscience qui n'a pas été altérée par tout ce qui t'est arrivé en fait. Et par n'importe quel trouble, en fait, ta conscience n'est pas altérée. Alors ça, déjà, ça se discute. Donc une espèce de conscience pure, hein, ce qu'ils appelaient, moi je me souviens, ce qu'ils appelaient pendant les groupes, la nature profonde. Nature profonde. Nature profonde. Nature profonde. Moi, personnellement, l'emploi de ce type de mots à l'hôpital m'a beaucoup choquée. Ouais. Parce que, disons-le, hein, c'est un lexique qui vient du bouddhisme aussi, quand même, hein, ça. Bah, de toute façon, c'est inspiré du bouddhisme. Et ils le disent clairement, hein, que c'est des thérapies qui sont inspirées du bouddhisme. Alors, moi, ce qui m'a gênée aussi, c'est que c'est quand même plus qu'inspiré, dans le sens où... Alors, je sais pas où ça en est actuellement, encore une fois, mais moi, à l'époque où je discutais encore avec les soignants de cette thérapie... donc le médecin qui est en charge de ce protocole de recherche et de cette thérapie envoyait quand même les infirmiers se former dans des centres bouddhistes et inviter des maîtres bouddhistes à l'hôpital pour donner des séances de méditation et donc ça, effectivement... Là, ça se questionne, quoi. Est-ce que ça a vraiment sa place Je trouve ça très choquant, parce que la méditation, elle peut être pratiquée de façon laïque, et c'est fait à plein d'endroits différents. Faire rentrer le bouddhisme à l'hôpital, Enfin, le bouddhisme, c'est quand même une doctrine et une religion, quoi qu'on en dise. Hein. C'est pas juste une philosophie, comme disent beaucoup de gens. Donc... Oui, est-ce qu'elle a sa place Moi, ça pose un vrai problème, je trouve. Je suis d'accord, franchement, ça prête... à confusion, quoi, tout ça. Et moi, je trouve que ça peut être très dangereux. Et puis en plus, tu vois, le fait de demander aux patients de s'identifier à leur conscience, je trouve que c'est aussi un peu trahir la psychanalyse de base, tu vois, qui dit que ton inconscient a des messages à te transmettre aussi, et que ton inconscient est un outil de régulation. Alors, il faut quand même savoir que tous ces mouvements de CCC, deuxième vague, troisième vague, ils sont complètement opposés à la psychanalyse. Hein. C'est vraiment, c'est même la guerre entre... Après, je dis pas que la psychanalyse, c'est une solution dans l'absolu non plus. Non, mais c'est toujours le même problème. Je dis juste que l'inconscient, c'est quand même quelque chose qui fait partie de l'identité et que c'est un outil de protection aussi, en fait, que c'est pas pour rien qu'il existe cet inconscient et que en fait il y a une dialectique entre l'inconscient et le conscient, et que sans ça, en fait, tu perds toute une partie de ton être, en fait. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai, en tout cas. Et de l'intérêt de la vie. Non, mais c'est ça, tu vois. Enfin, on n'est pas que conscience, faut arrêter. Et puis même, tu vois, j'ai l'impression qu'on fait un peu la guerre à l'impulsivité. Spontanéité aussi. Oui, voilà, plutôt, spontanéité, pas impulsivité, mais oui, encore une fois, cette volonté de tout contrôler. C'est ça. Il faudrait qu'on contrôle tout à la main de nos émotions. Alors après, ils proposent ça à des personnes qui vraiment galèrent. Donc, est-ce que ça peut leur permettre d'équilibrer un minimum et du coup d'arriver à quelque chose d'acceptable en société? Non, mais parce que ça doit être ça. Et d'acceptable dans leur vie aussi. Hein. Voilà, je ne vais pas cracher dessus. C'est censé aider des personnes à mieux réguler leurs émotions, et notamment les patients borderline qui ont souvent des gros problèmes de régulation des émotions. Effectivement. Mais en soi, que la méditation puisse aider certaines personnes à faire ça, moi j'en doute pas, je pense vraiment. Après, encore une fois, ça dépend qui, ça dépend quel profil, ça dépend comment c'est présenté. Ce qui est très dérangeant dans cette thérapie, c'est la façon dont ils présentent les choses, en fait. Et avec cette idée qu'il y aurait un soi
pur à l'origine en fait. Enfin moi je trouve ça très dérangeant cette version. Moi ce qui m'avait dérangé aussi c'est qu'on nous expliquait pas. On nous expliquait pas les troubles. Alors déjà, moi on m'a diagnostiqué borderline, on m'a jamais expliqué ce qu'était un trouble borderline. Je pensais justement que durant ces 6 mois en fait, déjà à la base on m'expliquerait ce qu'est le trouble, on m'a jamais expliqué. Et puis quand j'ai demandé, on m'a dit oui mais en fait c'est pas réservé qu'au borderline. Sauf qu'en fait, la majorité des gens qui étaient là, c'était des personnes borderline. Et que moi, j'avais ce besoin. Donc, bon, après, moi, je suis autodidacte. Donc, je suis allée me renseigner sur le trouble et j'y suis allée vraiment profondément dans le truc. Mais on t'explique pas. On te dit, il faut faire ça, fais ça. Mais on t'explique pas vraiment. Enfin, je veux dire, évidemment qu'on t'explique que voilà, ça va t'aider à faire ça. Mais on t'explique pas le fond de comment ils ont construit leur thérapie en fait. Et moi j'ai besoin de savoir ce genre de choses. J'ai besoin de savoir de pourquoi ils ont construit ça comme ça et pourquoi ils utilisent ça comme ça. J'ai besoin de savoir. Et si je le sais pas, je peux pas attribuer ma confiance en fait et je peux pas aussi me positionner. J'ai besoin en fait d'avoir une critique qui m'est propre en fait. Et puis c'est, enfin tu vois, ils parlent d'autonomie, mais en fait si vous enlevez ça aux gens, alors ils vont pas dire qu'ils l'enlèvent, mais je sais pas. Oui, j'avais l'impression que la remise en question. C'est sûr que c'est une thérapie qui ne développe pas ton esprit critique et ta propre réflexion vraiment. Enfin, j'ai pas l'impression, mais tu dirais le contraire. T'es censé un peu avaler ce qu'on te. Mais juste, moi, je voulais revenir sur le fait que moi, au début, j'étais hyper enthousiaste. Je me disais putain, yes, une thérapie pour les borders, enfin, trop bien, de la TCD, yes, trop bien. Et même au départ, quand je discutais avec les infirmières, vraiment j'étais contente, j'étais supra motivée. Et en plus, je me disais, putain, mais c'est génial en fait, ce qu'ils essaient de faire avec la méditation, c'est ce que je fais naturellement avec l'art, tu vois, de la sublimation, comment sublimer ses émotions. Je trouvais ça génial que quelqu'un enfin utilise la sublimation à des fins thérapeutiques, tu vois, je trouvais ça vraiment génial. Et le problème, c'est que ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps et que quelque part, ce beau projet d'origine, il a été un peu perverti par le succès aussi qu'ils ont eu, j'ai l'impression. Oui, par l'engouement qu'il y a aussi qui les ont mis autour sur de la méditation. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a l'engouement autour de la méditation, il y a l'énorme besoin et les personnes en détresse, notamment borderline, qui étaient en demande d'une thérapie parce qu'ils recevaient, je sais pas combien d'appels par jour quand même de toute la France. Par rapport à cette thérapie, je voulais juste finir sur le fait que par rapport à la pérédance, que du coup moi c'est des thérapeutes en fait comme ils m'ont suivi, c'est vrai que naturellement je suis quand même allée vers eux quand j'ai eu mon diplôme de pérédance. Bon, à l'époque je savais pas encore que j'étais autiste, donc je pensais que j'avais encore un trouble border, mais voilà, ça me paraissait naturel d'aller vers des thérapeutes qui s'occupaient de ça quoi en fait. Et en fait là encore c'est vrai que les seuls pères aidants qui pouvaient les intéresser c'était des pères aidants ambassadeurs qui en fait étaient prêts à faire de la pub entre guillemets pour leur thérapie, aller chercher des patients, donc j'ai dit non parce que c'est pas du tout la conception que j'ai de la pérédance. Enfin, c'est quelque chose qu'on voit quand même de manière plus large aussi dans la pérédance, pas partout, mais il y a quand même certains endroits où on pense que les pères aidants, c'est bien, ça va mettre en valeur le service, ça va faire de la pub. Or, les soignants qui embauchent des pères aidants, ils devraient le faire pour justement avoir des personnes qui peuvent venir les contredire et venir pointer ce qui ne va pas. Bien sûr. Sinon, ça ne sert à rien. Voilà, c'est ça. D'accord. Le quotidien, c'est hardcore. Alors c'est bizarre parce qu'en même temps, c'est un ensemble de routines qui nous rassurent. C'est des repères hyper importants. Et presque, si ça pouvait être tous les jours exactement la même chose, ce serait encore mieux, ce serait encore plus simple. Et en même temps, justement, c'est pas si simple. Parce que arriver à faire toutes ces choses du quotidien tous les jours, c'est super difficile en fait. Il y a des jours, c'est super difficile, je sais pas, de se nourrir, de faire le ménage. C'est compliqué, quoi. Attends.
m'a aussi un peu dérangée, c'est que en fait, on me dit que je suis borderline et on me dit qu'il y a voilà, une thérapie qui fonctionne, mais en fait, il y a d'autres thérapies qui fonctionnent pour le trouble borderline, notamment la thérapie des schémas, qui est aussi une TCC, hein, mais qui peut marcher sur n'importe qui, en fait, parce que voilà, tout le monde développe en fait des schémas de fonctionnement en réaction à ce qu'il vit depuis l'enfance, et puis il développe aussi des schémas en réaction à ses propres schémas, enfin, bref. Et du coup, c'est ce qui fait qu'on a chacun des fonctionnements bien précis et des réactions bien précises au trauma, quoi. Et on le dit pas, que en fait, la thérapie des schémas, enfin, on le dit pas assez, je trouve, que la thérapie des schémas peut fonctionner et peut aider les borderline. Et du coup, moi, j'ai une psy qui s'est quand même formée à ça, parce qu'elle a senti que ça pouvait peut-être m'aider, en fait, et qu'on pouvait aller chercher des éléments à travers cet outil-là. Donc, thérapie intégrative, encore une fois. Et effectivement, ça m'a vachement aidée. En plus, ça m'a passionnée. Moi, c'est la passionne. Et ça m'a vraiment aidée, quoi. Et beaucoup plus, en fait, que ce qu'a pu m'apporter voilà, la méditation. Il faut avoir des connaissances solides, il faut accepter de se mettre à jour, d'aller se former, de continuer de se former, et puis surtout de travailler réellement avec le patient, la patiente, en fait, de faire confiance, en fait, aussi au patient et à la patiente, et de faire confiance en sa capacité de savoir aussi ce qui est bon pour elle ou ce qui marche pour... Oui, c'est ça. D'arrêter de mépriser, en fait, les patients, de se dire que, en fait... C'est vrai que souvent, on a quand même vachement... l'impression que c'est un rapport assez vertical. Complètement. Tu as le thérapeute et puis le patient qui reçoit, enfin, ou qui est... Oui, du coup, c'est pas un accompagnement, en fait. Accompagner, c'est être à côté d'eux et avancer ensemble, en fait. Ouais. Là, c'est pas ça. C'est des personnes qui sont au-dessus et qui te disent quoi faire et qui te donnent des solutions tout en te disant la vérité est en vous. Tu vois, des trucs un peu bizarres. Oui, et qui t'écoutent pas quand tu leur dis que en fait, tu penses profondément... Que t'as trouvé. Oui. Ouais, c'est fou, hein, c'est quand même super contradictoire, quoi. C'est vrai que la parole du patient est quand même très souvent remise en cause, pas écoutée. C'est dingue. Enfin... Alors parfois de manière de nos vies, tu vois. Parfois de manière très claire et très violente, mais aussi parfois de manière beaucoup plus insidieuse. Chafouin. On a appris que chafouin, ça voulait dire fourbe et non pas grognon. Voilà. Mais oui, c'est même parfois quand on est face à des thérapeutes qu'on connaît bien, etc., bah même là, il peut y avoir encore un biais, voilà, ils vont interpréter les choses et ça vient souvent du fait de cette hiérarchie implicite là, de ce positionnement. Oui, et du fait aussi que chaque spécialiste, enfin beaucoup en fait voient à travers leur filtre, leur spécialité, selon leur école, leur formation, leur sensibilité, leur personnalité. Ouais. Alors qu'en fait, il y a plein de façons d'arriver à un résultat, en fait. Et il y a plein de façons d'accompagner. Donc, mais je comprends que ce soit dur hein, pour ces personnes de voir... voilà, ils se sont spécialisés dans quelque chose, donc... Ils pensent être spécialistes. Bah, ils le sont. Oui, pour alors... certaines choses, évidemment. Bien sûr. Enfin, moi, ma psy qui s'occupe des traumas, elle est vraiment spécialisée dans le trauma, et elle assure, tu vois. Non, mais ils le sont. Après, c'est juste que très souvent, oui, ils oublient... que la première personne quand même encore une fois à avoir les clés à savoir ce qui se passe en elle, c'est le patient. Enfin, oui, et qu'une personne et que les patients sont quand même aussi capables de réflexion, de recul, de faire des recherches, de se documenter. Enfin ça, quand même très souvent les thérapeutes oublient ça. Ils pensent qu'on est là, on vit notre vie et puis oui, et qu'on remet tout sur eux aussi, tu vois. Alors qu'en fait c'est nous qui faisons. Ils voient pas qu'en fait on lit 15 articles, on va chercher, enfin. Ça, c'est quelque chose qui... Même quand on leur dit... Hein. Moi, ce qui me turlupine aussi, c'est que... J'aime bien ce mot. J'aime bien ce mot, je l'utilise depuis hier. Depuis... Non, mais c'est vrai que je te l'ai dit déjà hier. Non ? C'est possible. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ce qui te turlupine. Ce qui me turlupine aussi, c'est que... Je sais plus...
Oui, c'est qu'en fait, on a tendance à oublier qu'un être humain, c'est super complexe. Oui. Et que, alors oui, il y a peut-être des patients, en fait, qui ont un seul trouble ou un seul trauma. Il doit pas y en avoir beaucoup. Je Hein. pense pas qu'il y en ait beaucoup, mais il y en a des personnes à qui, voilà, qui viennent pour un problème peut-être. pour un problème précis et qui peut être solutionné assez rapidement. Mais alors dans notre cas, c'est l'inverse complet, où on a eu du coup différents diagnostics, une errance de dingue. On a fini par comprendre et à mettre le doigt sur la chose, et maintenant on se bat pour finalement que ce soit entendu déjà, ne serait-ce voilà, que entendu par nos déjà, thérapeutes. c'est venu du fond du cœur, hein. On est d'accord, reconnu, et puis qu'on puisse avancer, continuer d'avancer à partir de ça. Et du coup, vu que c'est beaucoup plus complexe, forcément, va falloir aller piocher à droite à gauche en fait. Ça paraît évident. Après, les erreurs de diagnostic mènent aussi à des erreurs de proposition de soins. Là, je pense du coup à la TCC pure et dure en fait, où il y a des thérapies qui ne marchent pas suivant les profils. Donc chez les personnes autistes, il y a des thérapies qui ne marchent pas, genre la TCC. Alors, j'ai lu qu'ils étaient en train de repenser la TCC pour pouvoir la proposer aux autistes. Alors, à voir comment ça va être fait, mais je pense aux thérapies, des thérapies super violentes, du genre thérapie de conversion. Tu vois, la TCC, c'est une approche qui est. Alors, je parlais pas de TCC là, mais enfin, si, c'est une TCC aussi en fait. Enfin, je parlais de ABA, mais. Enfin, Pardon. La TCC de manière générale, c'est une approche qui est pour moi tellement contraire au fonctionnement autiste. En oui, fait. non mais... c'est ça, et moi quand j'ai expérimenté, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Enfin, ça peut pas marcher parce que ça ne respecte pas le fonctionnement, notre fonctionnement de base en fait. C'est comme si on te disait... Enfin, moi, quand on m'a proposé la TCC, c'est un peu comme si on m'avait dit « Bon, alors voilà, si tu fonctionnais comme ça, voilà, voilà ce qu'il faudrait faire. » Bah oui, mais je fonctionne pas comme ça, enfin... Non, mais c'est qu'on cherche à te faire prendre d'autres habitudes, en fait. Ouais, et le problème avec, justement... Moi, mes habitudes, elles me font du bien, oui, c'est ça, c'est que nous, on a besoin de nos routines, et on a besoin de... Voilà, c'est même dangereux. Et c'est même dangereux, effectivement, et ça peut déclencher, mais enfin... C'est ce qui t'est arrivé aussi pendant que tu faisais des séances d'exposition, parce que c'est ça en fait, la TCC c'est exposition avec prévention de la réponse. On t'expose à... C'est comme ça que ça s'appelle. On expose à la peur en fait. On t'expose à l'objet de ta peur, en douceur entre guillemets et par étapes, pour que tu puisses apprivoiser ton anxiété. Encore une fois, en fait, c'est de la tolérance à l'anxiété en fait. Enfin là, du coup, je parle... Aussi, alors c'est le même principe pour les phobies et aussi à peu près pour les TOC, mais... Et tu es censé constater, en fait, au bout d'un moment, que ta peur est absurde, est irrationnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conséquences. Parce que, en fait, tu t'en rends compte, quand tu as des TOC, tu sais, en fait, que ta peur... Oui, mais c'est ça, c'est-à-dire que moi aussi, je savais très bien que ma phobie sociale, elle était irrationnelle, j'avais pas besoin qu'on me... Le problème, en fait, c'est que, là, par exemple, les TOC... Moi, je n'irai pas vers la TCC parce que je trouve déjà que c'est un processus super violent et qui va à l'encontre de mon fonctionnement de base. Maintenant, je le sais. Et aussi parce que un TOC, ça se guérit pas. Un TOC, ça se guérit pas. Un TOC, ça vient aussi d'un fonctionnement particulier du cerveau. Et à un moment, en fait, les TOC, c'est aussi... alors, malgré le fait que ça génère et que ça alimente de l'anxiété, c'est quand même... un moyen qu'a trouvé le cerveau, encore une fois, de façon naturelle, de tolérer l'anxiété, même si ça crée de l'anxiété. Et c'est ça qui est vicieux, en fait, dans les TOC. C'est que ça s'alimente. Mais n'empêche que ça dépend. Moi, en fait, c'est par période. Et que les TCC, en fait, vont permettre à certaines personnes qui ont vraiment plus de vie à cause de phobie ou de TOC
d'amoindrir en fait la chose pour pouvoir retrouver un peu le temps de vivre. Mais en fait, on ne guérit pas, quoi. On guérit pas, et encore une fois, on peut te vendre ça comme une solution miracle. Mais parce que, encore une fois, on veut des recettes magiques qui fonctionnent pour tout le monde, au lieu d'accepter le fait que on n'est pas tous pareils, en fait, encore une fois. Et tu vois, ça c'est pareil, je me dis, moi, dans la TCC que j'ai fait, donc c'était pour la phobie sociale, très probablement que pour d'autres personnes qui ont des phobies sociales, sans autisme, ça fonctionne en fait. Peut-être que ça fonctionne. Le problème, c'est que à aucun moment, on a essayé de savoir quel était mon fonctionnement en fait, pour savoir si ça allait marcher ou pas en fait. C'est-à-dire qu'on ne savait pas que tu étais autiste à ce moment-là, donc forcément... Oui, mais au-delà de ça... Parce qu'on le sait que en fait, la TCC ne marche pas chez les autistes. Mais au-delà de ça, je veux dire, normalement, il me semble que les thérapeutes, avant de proposer telle recette ou machin, ils devraient quand même essayer de se dire... essayer de capter quel est ton fonctionnement pour savoir si ça va fonctionner. Idéalement, sauf que non, là, voilà, on se dit, oh tiens, ça ressemble à tel problème, ah ben voilà, il y a cette solution. Enfin, c'est un peu le marché. Phobie sociale, pouf, c'est un peu le marché, tu sais, l'épicerie du trouble, quoi. L'épicerie du trouble. Mais non, mais il y a un peu de ça, tu vois, où on se dit, vite fait, tu vois, on a des grilles, on se dit, ah tiens, là, on reconnaît ça, mais en fait... ça peut ressembler à ça aussi, et puis à ça, et puis à ça, et puis à ça, et on va pas creuser. Oui, encore une fois. Mais voilà, ça, c'est ça, ah ben ça, tiens, il y a ça. Mais c'est aussi quand même le problème de ces fameuses thérapies brèves où tu as des thérapeutes, moi je me suis retrouvée avec des thérapeutes en face de moi qui me disaient ah bah non, ça, moi je m'en occupe pas, moi je m'occupe de ça là, ça spécifiquement, cette petite fenêtre là. Tout ce qui se passe autour, je m'en tape, je veux pas savoir. C'est bizarre. Bah ouais, c'est super bizarre, puisqu'un être humain ça fonctionne pas comme ça. C'est ça, c'est plus complexe, ce que je disais tout à l'heure, c'est beaucoup plus complexe que ça, quoi. Bah, c'est pour ça que moi ça me fait peur de voir qu'à l'hôpital on ne propose quasiment plus que des thérapies brèves. Donc là tu vas m'entendre me laver les mains au moins 2 fois. Hein, je suis fatiguée. Oh yeah. Je suis grave en dissous en fait. Je suis pas fatiguée là. Je suis super fatiguée. Super fatiguée. Je vais pleurer bientôt, je pense. Fatiguée. Bah voilà ma nature profonde, c'est fatigué. Le quotidien. La 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 la. Et à nouveau, tu vois, encore une fois, le profil d'une personne autiste qui a des TOC n'est pas du tout le même profil qu'une personne qui a juste des TOC. Et ça, en fait, si les thérapeutes... prennent pas la base telle qu'elle est, mais c'est ils ça, peuvent tu pas vois, t'apporter... Mais je suis même pas sûre que si j'avais eu un diagnostic d'autisme, on t'aurait... Je suis même pas sûre que... parce que peut-être qu'on aurait appréhendé la chose différemment. Mais j'en ai parlé, moi, à la thérapeute. Oui, mais elle t'a pas entendu. Visiblement, enfin... Bah, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'elle a pas... Non, mais elle aurait pu entendre le fait que je lui disais, attention... Parce que ça, je lui ai dit plein de fois, attention, j'ai un fonctionnement particulier. J'ai vraiment essayé de lui dire plein de fois. Mais sauf qu'en fait, j'ai l'impression que de toute façon, elle n'avait pas d'autres alternatives, en fait. Elle avait tel protocole. Enfin, il n'y avait pas d'autres... Après, mais ça amène aussi... le fait que les thérapeutes aussi se sentent souvent, à mon avis, démunis face à la souffrance des gens et qu'ils n'ont pas forcément de solution. Mais ouais, mais... Il y a des choses aussi qui dépendent ni de la neuroatypie, qui dépendent pas non plus du trouble, enfin il y a des choses en fait qui dépendent aussi de l'environnement dans lequel on vit en fait. Encore une fois, il y a des choses, il y a des oppressions qui viennent d'ailleurs en fait. Oui. On vit pas dans le monde des bisounours, quoi. Oui, non, mais ça, il y a aussi ce problème que de toute façon, tous les contextes, tous les systèmes d'oppression, tout le fonctionnement de la société n'est souvent pas pris en compte, en fait, dans les thérapies ou par les thérapeutes. Et ça, c'est quand même un gros problème, quoi. Comme si l'endroit de thérapie était une espèce de bulle complètement séparée de la société et des violences qui peuvent
qu'on peut y subir en C'est fait. dingue, Et c'est ça, dingue. c'est quand même C'est incroyable. dingue. Mais non, mais c'est... Alors, j'exagère un peu parce Bah, que... Non, parce que quand tu parles à ton thérapeute, forcément, tu ramènes des choses de la société, puisque des choses que tu as Mais non, mais c'est évident, c'est indissociable Mais- en fait. bah oui. Mais Mais c'est-à-dire qu'ils oublient ça aussi... peut être pris en compte. Ouais. Mais parce qu'ils peuvent rien contre ça, mais je sais pas à quel point ils y peuvent rien en fait, tu vois. Je Bah, sais pas à c'est-à-dire quel point que- on peut pas déconstruire les choses aussi, Oui, tu vois, c'est-à-dire que même dans cette bulle en fait, dans cet endroit-là. Même s'ils peuvent pas agir sur le fonctionnement de la société, ils peuvent déjà entendre et reconnaître, parce que c'est pas toujours le cas, Bah loin oui. de là, le sexisme, le validisme, le racisme, etc. Qui influencent profondément nos comportements de tous les jours quand même. Bah oui. Et puis non, puis moi en fait je trouve ça triste, tu vois, le fait de pas admettre que des fois on n'a pas de solution. Aussi, oui. Tu vois, moi je sais que ça peut me faire du bien aussi que d'entendre ben là on n'y peut rien en fait. C'est comme ça, tu vois, et on n'y peut rien, c'est comme ça. Et Alors là et- je parle pas forcément des systèmes d'oppression, mais je peux parler par exemple de la mort par exemple. Là, tu vois, ben, on n'y peut rien, on peut rien contre ça quoi. Et même ne pas vouloir forcément chercher une façon de réagir à ça, tu vois, juste. Des fois, il y a des choses, elles sont. Enfin, voilà, Oui, c'est comme ça me rappelle que tu disais que le deuil était dans le DSM à partir de 6 mois. à partir de 6 mois, Quand le deuil dure plus de 6 mois, c'est considéré comme un trouble. comme pathologique, Voilà, en fait. 6 mois. Tu te rends compte? Mais surtout que c'est débile parce que selon qui tu perds, comment tu Il y a perds. mais oui, déjà le deuil n'est pas le même en fonction du rapport que tu avais à la personne, de ta qui façon. tu es, et puis il y a des deuils, honnêtement, enfin combien de fois j'ai entendu des personnes qui ont perdu des enfants qui te disent le deuil n'est pas faisable en fait. Oui. Et est-ce que du coup ça en devient pathologique? Est-ce que ça en devient une pathologie? Non, en fait on est juste des êtres humains aussi à un moment, tu vois, on n'est pas des oui. machines en fait. Ouais. On est des êtres sensibles, donc non, mais ce truc de à tout prix aller bien, à tout prix. Ou même ce truc, enfin, c'est pas complètement à voir, mais un petit peu quand même, cette idée que le thérapeute est toujours censé avoir une réponse Oui, c'est à ça. quelque chose. C'est ça. Nous, comme on... T'imagines la pression qu'ils ont aussi? La pression, et puis surtout, nous, combien de fois on s'est dit, mais en fait, ça fait tellement du bien, des fois, d'entendre un soignant nous dire, je sais pas. Enfin, nous, ce qu'on veut, c'est l'honnêteté et la vérité, en Bah, fait. ça C'est pas revient- qu'on c'est nous ça. propose des solutions C'est ça. miracles. C'est ça. Et on recherche ça, et c'est pour ça qu'on devrait Et être qu'est-ce que c'est un petit rare. peu plus entendu, parce que Qu'est-ce- justement on ouais. recherche la vérité, quoi. Et qu'est-ce que c'est rare, Bah oui, c'est rare. un médecin, ou un médecin, n'en parlons même pas, mais même un thérapeute qui dise je ne sais pas. Ben, pour plein de raisons, hein, je pense. Il y a des fois des raisons d'ego et un manque d'humilité. Des fois, la personne a peur du coup de la réaction du patient si elle n'arrive pas à la rassurer. Et des fois, il croit nous protéger, ce Oui. qui est quand même le comble. Oui. Oui. Moi, j'ai eu ça avec une thérapeute qui, effectivement, préférait masquer, enfin, de rester très évasive ou me dire des choses, alors que pour pas me dire je sais pas, en fait. C'est ouf. Alors que je voyais bien, en fait, son impuissance et son... Parce qu'on Mais, le et du sent. coup, ça crée juste un malaise en fait Bah oui. qui pourrait complètement être évité. Mais c'est ça. et- Et puis, on a besoin aussi de voir que nos thérapeutes, ils sont humains aussi. et C'est que- ça, c'est que ça ramène de l'humanité. qu'ils savent pas tout. Bah, bien sûr. C'est chaud, hein. Il y a beaucoup de chemin à faire, Ouais. quoi. Et oui, parce que je vois aussi cette notion d'autonomie, responsabilisation. Mm. Ça aussi, c'est un grand cheval de bataille là, de la psychiatrie actuelle, rendre le patient autonome. Alors, enfin, en soi, très bien, hein, évidemment, ne pas infantiliser les patients, tout ça, évidemment. Et pourtant, c'est ce que. Pourtant, on en est loin encore. Mais le problème, c'est que cette autonomie, elle est un peu... Des fois, c'est un peu... Le concept est un peu perverti, quoi. Par, encore une fois, un système économique, etc. C'est-à-dire qu'un patient autonome, c'est aussi un patient
qu'on garde pas trop longtemps en thérapie, hein, qui se démerde pour payer aussi, hein, parce qu'il est autonome, hein, faut pas déconner. Un patient qui coûte pas trop cher. Voilà, donc en fait, malheureusement, même si ça pourrait être une bonne... Enfin, il y a vraiment un besoin d'autonomie, notamment je pense en hospitalisation, où on traite vraiment les patients comme des enfants. Enfin, moi je trouve ça vraiment hallucinant. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est pas du tout ce vers quoi on va. C'est pas pensé dans ce sens-là, l'autonomie, en fait. Mais c'est aussi, tu vois, une façon, ça rejoint la mode du développement personnel, en fait, où on dit que la personne est responsable de tout ce qui lui arrive, en fait, et que du coup, elle a la solution à tout. Et c'est un peu se décharger, en fait, aussi des problématiques qu'on peut rencontrer dans la psychiatrie, qu'on peut rencontrer dans la société. C'est aussi comment une société se dédouane, se débarrasse de ses problèmes. Et t'imagines en plus à quel point c'est tordu et à quel point ça peut surenchérir la détresse chez les gens, quoi. À quel point ça peut culpabiliser les gens qui vont se dire mais je suis pas indépendant, je suis pas autonome, je suis une merde. Mais voilà, et le problème encore une fois c'est qu'on pousse de plus en plus les patients à aller vers le libéral avec un coût certain, mais parce que voilà, l'idée c'est d'aller vers un système où l'hôpital public ne sera plus aussi public. Non mais c'est ça, c'est exactement ça, ne sera plus aussi public, ce sera plus un service public, quoi. Oui, et puis à côté de ça aussi ce truc de permettre aux psys en libéral de proposer des séances qui sont remboursées, sauf qu'en fait à condition, tu vois, de faire des séances plus courtes, de machin, et en fait leur travail perd de son sens, en fait. C'est tordu, hein. Mais en fait, si tu mets tout ça bout à bout, c'est-à-dire le fait qu'on ne propose presque plus que des thérapies brèves à l'hôpital, le fait qu'on propose des séances remboursées de psychologues, mais sur des temps qui ne correspondent pas du tout à la réalité du soin, la pseudo-autonomie des patients qui en fait les pousse vers l'extérieur du système public pour qu'ils aillent en libéral payer leurs propres soins. En fait, si tu mets tout ça bout à bout, c'est quand même assez grave. C'est quand même assez grave ce qui se passe. En plus du fait de mal diagnostiquer les gens aussi et de ne pas proposer le bon accompagnement. Mais les soins, ils ne peuvent pas s'améliorer puisqu'on veut y passer de moins en moins de temps, on veut de moins en moins payer les gens. Comment tu veux... le soin, il ne peut pas s'améliorer, en fait. Forcément. Parce que oui, la notion de temps, elle est quand même... Poser un diagnostic, ça prend du temps. Pour le faire bien, ça prend du temps. C'est ça. Et ça demande des soignants compétents, qui aient aussi le temps, qui ne soient pas débordés en ayant je ne sais pas combien de patients, qui soient quand même bien payés, qui soient... Oui, et puis qu'ils soient soutenus au niveau de leur santé aussi. Soutenus, tout à fait. et pas éjectés comme j'ai pu malheureusement le vivre avec mon ancienne thérapeute. Mais justement, moi, ce que je trouvais génial, c'était une pratique analytique, mais qui se basait quand même aussi sur le concret, sur la réalité de ce que je vivais. Oui, sur une dynamique. C'était pas du tout de la psychanalyse, mais il y avait une dimension analytique. Et ça m'allait très bien, et il m'a fallu beaucoup de temps, et elle m'a aidée d'ailleurs à trouver... c'est elle qui m'a aidée à trouver une nouvelle thérapeute qui soit encore un petit peu... une des rares thérapeutes à l'hôpital qui soit encore dans ce type de pratique. Mais sinon, je n'avais que des thérapies brèves. On me proposait que ça. C'est horrible. Ah, mais c'était une des pires périodes de ma vie. Honnêtement. J'exagère un peu. Mais je me rappelle. Mais c'était super dur. C'était super dur de perdre ce suivi du jour au lendemain et de me retrouver face à des soignants qui me disaient ah ben moi je suis job coach. Ah ben moi je suis... Bon, non, mais je suis désolée. C'est pas... J'ai rien contre eux. Ils sont très gentils, mais... J'avais envie de leur dire, mais vous savez ce que c'est qu'un trouble border ? Je sais pas, vous avez conscience quand même de la complexité du truc ? Non, puis encore une fois, l'alliance thérapeutique, il faut du temps, quoi. Oui, en plus. Il faut de la confiance, il faut une communication. Dans une thérapie brève, on te laisse pas le temps de ça, en plus. Ah, mais c'est pas le but, en fait. Hein. Ouais. Ah ben non, même il y a un truc de, oulala, lien thérapeutique, surtout pas, pas trop. Hein. Faut pas trop se lier, il y a une grosse peur de la dépendance affective. Ils ont peur d'avoir des patients et de plus réussir à s'en défaire.
C'est un peu ce que j'ai ressenti. Non, mais il y a beaucoup de ça. Mais ouais, mais sauf qu'en fait, c'est leur job aussi. En fait. Pas de créer non, mais c'est pas ça que je veux dire. Gérer ce lien mais de gérer ça. Oui. Bah, bien sûr. C'est leur job et que si en plus ils nous font confiance, généralement ça peut que bien se passer en fait. Des fois on n'ose pas contredire un thérapeute ou une thérapeute parce que cette personne, c'est aussi celle qui valide les aides qu'on peut recevoir au quotidien de l'État. C'est sûr que quand on veut faire une demande d'AH par exemple, il vaut mieux bien s'entendre avec son médecin. Voilà. C'est sûr. Et ça peut venir... fausser le travail thérapeutique, ça peut venir apporter des contraintes. Il y a des gens qui te diraient, mais si tu t'entends pas bien avec ton médecin, de toute façon, tu restes pas, tu changes de médecin. C'est comme si c'était facile de trouver un bon psy, tu sais. Non, mais ça me rend dingue. Non, mais au-delà même de la qualification et des compétences du médecin, le feeling passe pas avec tout le monde, quoi. Enfin, non, c'est dur de trouver un médecin qui te convient. Est-ce que tu savais que le paresseux ne peut pas frissonner? Du coup, il peut pas se protéger du froid. C'est con, hein? Ça m'émeut. C'est toi l'émeu. C'est toi le rêve. C'est toi la matière. Mais tout ça, Ça se dit pas. ça se dit pas. J'ai appris que les dauphins, ils pouvaient rester actifs 15 jours ou plus en utilisant qu'une moitié de leur cerveau à la fois. Tu crois que c'est un peu pareil quand on est genre en dissous? Franchement, moi, souvent, j'ai l'impression qu'il y a des parties de mon cerveau qui marchent pas. mais je suis là, je fais. Ça ne se dit pas.